Salut à tous, ici Chris du blog Ninja Immo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super intéressant, à savoir: faut-il investir à 110% ou mettre de l'apport? J'ai plusieurs personnes qui me posent cette question tout le temps. Est-ce qu'il faut que j'investisse à 110%? Parce qu'on a vu des vidéos sur YouTube avec des youtubeurs qui disent qu'il faut uniquement investir à 110%. Ou est-ce que c'est mal de mettre de l'apport dans un investissement locatif? Je t'en parle tout de suite, forcément, après le jingle. Alors, par rapport au sujet du jour, lorsque j'étais à un événement récemment, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question, est-ce que c'est intéressant de mettre de l'apport lorsqu'on investit dans l'immobilier? Parce que vu le contexte actuel où les conditions se sont durcies, plusieurs banques demandent de l'apport et eux ils se demandent est-ce qu'il n'y a pas des banques qui prêteraient sans apport? Ils se posent des questions et ils se disent est-ce que c'est encore intéressant d'investir s'il faut mettre l'argent de sa poche? Voilà, ils voulaient avoir mon avis par rapport à ça et qu'est-ce que j'en pense. Bon, alors je vais répondre clairement en disant que investir déjà dans un premier temps, investir sans apport, donc profiter au maximum du levier de crédit, du levier bancaire, c'est super. C'est ce qu'il y a à faire, c'est l'idéal en fait. C'est l'idéal, c'est de profiter au maximum du levier bancaire. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus. À un moment donné, que ce soit, ça peut être parfois pour le premier investissement. Alors, la banque peut être amenée à te demander de l'apport lorsque c'est ton premier investissement. Donc, ça ne t'étonne pas parce qu'elle ne te connaît pas. La banque ne sait pas si tu sais gérer, si tu sais investir, si tu sais placer ton argent. Donc, tu n'as aucun antécédent au niveau investissement. Donc, la banque ne te connaît pas et veut couvrir son risque. Et pour couvrir son risque, forcément, elle va te demander de mettre de l'apport. Donc, que ça ne t'étonne pas en te disant que, ah oui, moi je vois sur des vidéos YouTube des personnes, des primo-accédants aussi, qui réussissent à investir à 110%. Bon, alors, généralement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne dit jamais pas tout. Donc, ça veut dire que il a eu 110%, mais pourquoi? Quelles sont les conditions? Quel est le relationnel qu'il a avec la personne? Ça peut être que ses parents sont depuis longtemps dans cette banque, et qu'ils ont un relationnel qui va au-delà simplement du service bancaire. Et forcément, c'est le banquier a accepté parce qu'il connaît les parents qui sont derrière et peut-être aussi les parents se sont portés garants. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu qui ne sont pas forcément tout donnés. Donc, on donne juste les éléments principaux pour faire du buzz en disant que oui, un primo-accédant sans rien, qui a eu un 110%, qui a acheté un immeuble de 5 lots, il a eu 110%. C'est possible, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les conditions actuelles, où les banques ont resserré les conditions d'accès au crédit. Voilà, l'idée, les banques, si en demandant un apport, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas comme si vous êtes une anomalie. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous sentir mal ou vous sentir coupable ou vous sentir minable s'il est nécessaire de mettre de l'apport. Donc, je disais, donc, premier accident, à un moment donné, les banques ne te connaissent pas, donc tu auras besoin peut-être de mettre de l'apport. Aussi, à un moment donné, quand tu es déjà multi-investisseur, arrivé à un certain niveau où tu commences à représenter un risque, les banques te demanderont constamment de l'apport. Donc, tu devras mettre de l'apport sur la table pour pouvoir avoir ton investissement immobilier, ton financement. Donc, aujourd'hui, moi, je continue d'investir et je mets de l'apport sur la table. Je mets de l'argent sur la table afin de pouvoir négocier avec la banque et montrer à la banque que je génère de l'argent avec l'investissement immobilier et que derrière, je suis prêt à mettre l'argent pour pouvoir couvrir le risque
en lui montrant que je suis responsable aussi, couvrir le risque et lui montrer que on peut être dans une relation gagnant-gagnant. Donc, en mettant l'apport sur la table, moi, derrière, je peux donc pouvoir aussi négocier quelques éléments, plusieurs éléments que je ne pourrais pas faire si je prenais un investissement à 110%. Donc, par exemple, là, moi, je peux négocier vraiment des différés beaucoup plus longs, donc des différés de remboursement beaucoup plus longs, parce que derrière, ça me permet donc de pouvoir rentrer dans mes frais et puis voilà, régénérer aussi de la trésorerie en plus de mes frais. Et c'est ça qui est plus intéressant. Donc, pour moi, mettre de l'apport, ce n'est pas forcément mauvais. Donc, dans ce cas, où vous êtes multi-investisseur déjà, tu seras appelé à mettre constamment de l'apport. Donc, prépare-toi déjà à ça. Donc, comme je disais, avec le contexte actuel, les conditions sont de plus en plus difficiles. Donc, il faut se préparer à mettre de l'apport. Donc, prépare-toi à mettre de l'apport dans tes projets. Donc, commence à avoir une routine d'épargne où tu épargnes 10% minimum de tes revenus de façon automatique. Donc, mettre des virements automatiques pour pouvoir donc avoir une épargne suffisante bon, au cas où la banque te demande de mettre l'apport, que tu le mettes sur la table aujourd'hui. Donc, de plus en plus de banques le demandent. Et même avant, lorsqu'on disait même un 110%, donc ça veut dire sans apport, ça ne voudrait pas dire que vous n'avez pas de l'argent de côté. Ça ne voulait pas dire que tu n'as pas d'épargne de côté. Donc, généralement, quand la banque te dit 110%, c'est que la banque voit que tu as une routine d'épargne et elle voit que tu as de l'argent dans ton compte bancaire. Mais simplement, tu dis à la banque que j'ai de l'argent, mais je ne voudrais pas jouer mon argent. Parce que je voudrais laisser de côté en épargne au cas où, si jamais il y a un pépin, que je puisse intervenir, si jamais il y a des impayés, que ça puisse servir à ça et ainsi garantir le paiement des mensualités de crédit et diminuer le risque. Ça, c'est comme ça que ça se passait et c'est comme ça que ça se passe de façon normale avec un banquier, avec une relation gagnant-gagnant avec quelqu'un qui est censé financer un projet. Donc, elle a besoin d'être rassurée. En fait, c'est la banque qui a besoin d'être rassurée que le financement, il y a derrière, il y a une roue de secours derrière, il y a un matelas de sécurité derrière. Et voilà, c'est la relation gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes veulent juste prendre à la banque, mais ne veulent pas donner. C'est très compliqué. C'est très compliqué ce genre de relation. Et surtout forcément en train de dire, oui, j'ai un bon profil, j'ai de l'épargne, j'ai tout, mais on m'a refusé de crédit. Mais en termes de relation gagnant-gagnant, c'est pas bon. Parce que peut-être la personne veut simplement le 110%, mais ne veut pas donner. Donc, quelque part, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Alors, maintenant, c'est bien beau de mettre l'argent sur la table, mais il faut savoir calculer et voir dans quelle mesure, comment mettre de l'apport de façon intelligente. C'est mathématique. Pour moi, c'est simplement ce sont les chiffres qui parlent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus calculer, les gens ne veulent pas faire des chiffres, ils veulent simplement les émotions ou bien suivre une tendance. Donc si c'est la tendance du 110%, tout le monde veut suivre la tendance du 110%. Mais personne ne veut vraiment s'asseoir mathématiquement et calculer. Parce que pour moi, ce qu'on appelle un investissement, c'est que si je mets un argent sur la table, si je suis capable de pouvoir reprendre ma mise de départ rapidement, dans un laps de temps rapide, alors, et au point de doubler par exemple la mise ou bien de générer un surplus, alors pour moi c'est un investissement rentable. Simplement. Simplement ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si la banque me demande un apport, il faudra s'asseoir, que je sois capable de dire, ok, je m'assois, je calcule, est-ce que l'investissement que je vais mettre sur la table, si on me dit, ok, un investissement par exemple de 100 000 euros, on me demande d'apporter 10 000 euros, soit 10% de 100 000 euros. Ok, s'il faut que j'apporte 10 000 euros, donc, est-ce que finalement, en apportant les 10 000 euros, il me faudra, moi, c'est généralement ce que je fais, c'est qu'il faudra que l'année, donc pendant un an, je puisse régénérer ces 10 000 euros et que derrière, je puisse, en plus de ces 10 000 euros, générer un surplus. Ça veut dire que si je mets ma mise de départ, 10 000 euros, si en un an, je réussis à récupérer mes 10 000 euros, moi, c'est tout bénéf et que derrière, ça reste continuer un système, ça reste produire constamment de l'argent qui va venir me rapporter du surplus. Pour moi, c'est simple, c'est rentable. C'est un investissement qui a produit, ça veut dire que la richesse a été produite. Donc, je n'ai pas peur aujourd'hui de mettre de l'argent sur la table. Dans plusieurs de mes derniers investissements, je n'ai pas eu peur de mettre de l'argent sur la table, sachant que derrière, en se disant, ok, il faut qu'au moins en un an, je récupère et que derrière, je double. C'est pour ça, justement,
D'où l'intérêt donc de négocier les différés de remboursement. Moi, j'ai négocié les différés de remboursement longs, de 18 mois, de 2 ans, parce que derrière, ça va me permettre de pouvoir, non seulement la première année, régénérer mon argent, et la deuxième année, de générer le double de cet argent-là, et enfin, de pouvoir donc sortir de là, non seulement avec ma mise et avec le double, et sans compter maintenant les cash flows qui vont être générés les autres mois après le différé. Donc, voilà pour moi ce qu'on appelle un investissement rentable. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre l'argent sur la table afin de pouvoir être financé. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour que je les aide, que je les accompagne. Parce que ces personnes n'arrivaient pas à avoir de financement. Moi, j'étais un peu curieux de savoir. En fait, c'est que ces personnes voulaient absolument du 110%, alors que les banques exigeaient de l'apport et étaient prêtes à les financer, mais simplement en contrepartie qu'ils mettaient de l'apport. Mais ces personnes étaient vraiment butées sur le fait d'avoir du 110%, de vouloir du 110%, rien que du 110%. Les amis, laissez, franchement, il ne faut pas passer à côté d'un financement parce que déjà, obtenir un financement est très difficile, malgré le fait d'avoir un apport et tout le reste. Mais au-delà de ça, franchement, si vous avez la possibilité d'avoir une banque qui vous suit, simplement, avec la seule condition que vous mettez de l'apport, n'hésitez surtout pas à le faire. Parce que derrière, vous allez créer de la richesse. Mais il faut que ce soit fait intelligemment, comme je dis, de telle sorte que derrière, vous puissiez reprendre votre mise et générer aussi de l'argent supplémentaire. Donc, c'est ça qu'on appelle créer de la richesse et ne pas simplement se laisser emporter par des effets de mode. Donc, il faut réfléchir à ça et c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour toi t'inciter à réfléchir lorsque tu investis dans l'immobilier, savoir que c'est important de pouvoir aussi mettre de l'apport, ça rassure la banque, ça montre que tu es responsable, ça dilue le risque et ça crée une relation de confiance avec la banque et une relation de partenariat. Et ce sera maintenant plus facile pour la banque de te suivre dans les prochains projets parce qu'elle sait comment tu fonctionnes. Donc, pense en tant qu'investisseur, pense en tant que relation gagnant-gagnant, pense en tant que partenariat et vois plus loin. Je pense qu'en le faisant, tu pourras donc continuer d'avoir des financements parce qu'aujourd'hui, mes gens me posent des questions. Comment est-ce que je fais pour pouvoir continuer à investir alors que j'explose de 33%? C'est simple. C'est une relation gagnant-gagnant. Je dilue le risque, je mets de l'apport sur la table et après, on avance. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo du jour. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à partager cette vidéo le maximum possible. Et si tu veux aller loin avec moi, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire ou en inbox. Et puis derrière, je serai heureux de te recontacter afin qu'on puisse évoluer ensemble, t'accompagner dans tes investissements immobiliers. Donc là, je sors d'un chantier. Là, j'ai un investissement quelque part là derrière, dans cette résidence. Donc, je suis venu regarder parce qu'il y avait un problème d'eau. Donc là, c'est résolu. Pour les travaux, hein, c'est un chantier, c'est résolu. Et là, je repars. Donc, j'ai profité dans la voiture pour vous faire une petite vidéo, la vidéo de la semaine. Allez, les ninjas, vous voyez, je suis encore trop fatigué. C'est pas évident, donc, mais bon, ça avance bien. Donc, c'était tout pour la vidéo de la semaine, les ninjas. Ben, écoute, toi, tu es sur la bonne voie. Toi qui vois cette vidéo, tu es sur la bonne voie. Continue et à la prochaine.